Je m'appelle Catherine Miller et aujourd'hui aurait dû être le point culminant de mon parcours universitaire, le jour de ma remise de diplôme. Cela faisait des mois que je décomptais les jours, versant sueur et larmes dans mes études pour mériter ce moment. À chaque nuit blanche passée à réviser et à chaque examen que je réussissais, je ressentais de la fierté en sachant que ma famille serait là pour célébrer mon succès. Du moins, c'est ce que j'espérais. Alors que j'enfilais ma toge de diplômé, une vague d'excitation m'a envahi. J'avais tout vérifié 2 fois, ma coiffe, ma tenue d'apparat et le discours soigneusement préparé que j'allais adresser au monde entier. C'était l'aboutissement de 8 longues années, et j'étais prête à montrer à tous le fruit de mon dur labeur. Mais en jetant un œil à mon téléphone, un malaise familier s'est insinué en moi. J'avais envoyé d'innombrables rappels concernant cette journée, mais en retour, je n'avais reçu qu'un silence fantomatique et des textos vagues, laissant entrevoir des événements et des distractions qui pourraient facilement éclipser mon grand jour. Le fait que Ryan, mon jeune frère, organisait aujourd'hui même un barbecue dans le jardin pour ses amis, avec musique, bonne nourriture et rire, n'arrangeait rien. Le genre de scène que j'avais longtemps imaginé comme étant la mienne. L'idée que ma famille puisse choisir une fête pour lui plutôt que ma remise de diplôme m'a laissé un nœud à l'estomac. J'avais besoin d'eux. Je désirais ardemment leur présence. Ma famille était-elle en train d'oublier le jour le plus important de ma vie? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser ces pensées anxieuses. Je méritais ce moment, et j'étais déterminée à ne rien laisser le gâcher. Alors que l'heure de la cérémonie approchait, je sentais une angoisse grandissante se cacher sous l'excitation. Je me suis dirigée vers l'auditorium, entourée d'autres diplômés débordant de joie et de rire. Ils partageaient des histoires sur leur famille qui avaient voyagé de près ou de loin pour assister à cette étape importante. J'ai forcé un sourire en me tenant parmi eux, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au siège vide que je commençais à redouter. Une fois à l'intérieur, j'ai pris ma place parmi les diplômés, le cœur battant à tout rompre. Mes yeux parcouraient la salle, cherchant les visages familiers de mes parents. J'étais certaine que s'ils se présentaient, tout rentrerait instantanément dans l'ordre. Mais chaque seconde qui passait semblait durer une éternité. Je me sentais nue sous le regard de la foule, attendant désespérément un signe qu'ils se souciaient de moi. Finalement, le docteur Johnson, le doyen de l'université, est monté sur scène pour commencer la cérémonie. « Bienvenue, cher diplômé », s'est-il exclamé, sa voix résonnant dans l'auditorium. J'ai applaudi avec tout le monde, la gorge nouée. Comment pouvais-je célébrer sans que ma famille me voie traverser cette scène? Le moment pour lequel j'avais travaillé si dur me semblait incomplet. Alors que les orateurs commençaient à appeler les noms, j'ai senti une tempête d'émotions gronder en moi. Mon moment est arrivé et je suis montée sur scène, sous les feux des projecteurs. J'ai pris une profonde inspiration, déterminée à faire de cette journée un souvenir mémorable malgré tout. Mais en regardant le public, mon sourire s'est effacé. J'ai aperçu une table vers le fond où les amis de mon frère Ryan étaient rassemblés, bière à la main, riant et criant. J'ai ravalé mes larmes en imaginant ma famille se mêlant à eux au lieu de me soutenir. La réalité m'a frappé de plein fouet. Mes parents, et surtout ma mère, avaient choisi un barbecue plutôt que de voir leur fille atteindre ses rêves. Quand je suis finalement descendue de scène, un faux sourire plaqué sur le visage, j'ai été accueillie par des applaudissements, mais tout ce que j'entendais, c'était les échos de l'absence de ma famille. Le monde autour de moi est devenu flou, et je me sentais désorientée, comme si je venais d'être projetée dans une autre réalité. Un rapide coup d'œil à mon téléphone n'a révélé que de la négligence. Aucun message, aucun appel, rien de la part de ceux sur qui j'avais autrefois compté pour mon soutien. L'amertume m'a envahi, laissant une traînée de douleur trop profonde pour être ignorée. Je devais affronter cette froide vérité. Ma famille m'avait abandonné lors de ce qui aurait dû être un jour de triomphe. Le cœur lourd, je me suis dirigée vers le parking après la cérémonie, me sentant vide. Je ne voulais pas simplement disparaître. J'en avais besoin. Ce jour était censé marquer le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Mais la réalité à laquelle j'étais confrontée était que je resterais toujours dans l'ombre de l'attention de ma famille. Que devais-je faire maintenant? Rester et jouer le rôle de la fille oubliée, ou finalement abandonner l'espoir qu'il changerait un jour?
La décision se rapprochait. Tout ce que je savais, c'est que je ne laisserais pas cette douleur me définir. Assise dans ma voiture, contemplant les rues animées de Boston, j'avais l'impression d'être dans un brouillard. La cérémonie de remise des diplômes était terminée, mais l'isolement qui m'envahissait venait tout juste de commencer. J'ai serré fermement le volant, me forçant à respirer. Mon esprit était envahi par les images de la journée, les applaudissements, les sourires de mes camarades et l'absence écrasante de ma famille. J'étais censé me sentir accompli, mais tout ce que je ressentais était le vide. À chaque klaxon des voitures qui passaient, un murmure grandissait dans ma tête, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Soudain, les souvenirs des longues nuits d'études, des heures sans sommeil à préparer les examens et des espoirs que j'avais nourris ont défilé devant mes yeux. J'avais tant sacrifié pour ce moment. Et pourtant, je me sentais invisible et indigne, un fantôme dans ma propre vie. Dans ce moment de lucidité, j'ai réalisé quelque chose. Ma famille avait choisi d'ignorer l'importance de mes réussites, et j'en avais assez de laisser leur indifférence dicter ma valeur. Je ne pouvais supporter l'idée de me morfondre dans un endroit qui ressemblait plus à une cage qu'à un foyer. Je devais me libérer, couper les liens qui me rattachaient à un passé qui ne reconnaissait pas mon existence. Le cœur battant et l'esprit décidé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mes contacts. Je me suis arrêtée sur le nom d'Emma Torres. Elle avait été un phare de soutien tout au long de mes études universitaires. Toujours encourageante, croyant toujours en moi. Elle était la seule voix qui résonnait avec compréhension. Je lui ai envoyé un bref message, « Je pars. J'ai besoin de prendre un nouveau départ. Peux-tu m'aider ?» Avant même de m'en rendre compte, ma décision était prise. Je mettais le cap à l'ouest, loin de Boston et des souvenirs qui me hantaient. Je voulais une page blanche, une chance de me réinventer et de forger une nouvelle identité, une identité qui ne porterait pas le poids des attentes de ma famille, ou de leur absence. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'ai senti une étincelle d'espoir. J'ai tourné la clé dans le contact et le moteur de ma voiture a rugi. En quittant le parking, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Le chemin qui m'attendait était incertain, mais c'était à moi de le façonner. J'entrais dans l'inconnu, armé de détermination et de la promesse d'une indépendance retrouvée. Je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Le trajet jusqu'à San Francisco semblait irréel. À chaque kilomètre parcouru, je sentais non seulement la distance physique avec Boston, mais aussi une séparation émotionnelle avec mon passé. La ville se dessinait à l'horizon, une métropole vibrante pleine de promesses et d'opportunités que j'étais enfin prête à saisir. Mon cœur battait d'excitation, et, pour la première fois, je me sentais maîtresse de mon destin. À mon arrivée, le charme unique de San Francisco m'a transportée. Les rues vallonnées, les maisons victoriennes colorées et l'emblématique pont du Golden Gate semblaient m'accueillir à bras ouverts. En m'installant dans mon nouvel appartement, minuscule mais baigné de la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres, j'ai pris un moment pour tout absorber. Je n'étais plus la fille éclipsée par sa famille. J'étais Catherine Miller, prête à tracer ma propre voie. Je me suis rapidement mise à postuler pour des emplois. Ma formation en technologie à l'université me donnait une base solide, mais c'est ma détermination et ma nouvelle assurance qui m'ont vraiment distinguée. Presque immédiatement, j'ai décroché un entretien avec une start-up prometteuse. Et pendant notre conversation, je me suis sentie puissante. J'ai parlé avec passion de mes idées et de mes projets précédents, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie valorisée. Les jours suivants ont filé à toute vitesse, entre la recherche d'emploi et mon installation dans la ville. Puis j'ai rencontré Emma Torres pour un café. Une semaine plus tôt, nous n'étions que des amis virtuels, mais maintenant elle était là, me soutenant en personne. Nous avons trouvé un petit café pittoresque niché entre des bureaux de start-ups, vibrant d'énergie et de créativité. Honnêtement, Cathy, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment là, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Tu l'as fait. Tu es parti pour commencer une nouvelle vie. C'est incroyable. Alors que nous partagions nos histoires autour de tasses de café fumantes, je lui ai parlé de mes espoirs et de mes craintes. Emma a écouté, sans jamais m'interrompre, offrant plutôt des encouragements et partageant ses propres rêves pour l'avenir.
C'était rafraîchissant de partager cet espace avec quelqu'un qui comprenait vraiment. Peu de temps après, la nouvelle est tombée. J'ai obtenu le poste. L'entreprise lançait un nouveau produit technologique visant à faciliter la vie des citadins. Je n'en revenais pas de ma chance. Ce jour a marqué un tournant dans ma vie, un jour qui symbolisait mon engagement envers l'indépendance et la croissance personnelle. En sortant de mon nouveau lieu de travail plus tard dans la journée, j'ai contemplé la ville animée qui m'entourait. C'était mon terrain de jeu. J'étais rempli d'une énergie nouvelle, prête à affronter tous les défis qui se présenteraient. Les ombres de mon passé s'estompaient de plus en plus au loin. Pour la première fois, mon cœur était léger. J'avais franchi des étapes audacieuses, tournant la page d'une histoire douloureuse. Et en embrassant cette nouvelle vie, j'ai enfin compris que j'étais l'auteur de mon propre récit. J'étais libre, et le monde attendait mon prochain coup. Alors que je commençais à peine à m'installer dans ma nouvelle vie à San Francisco, l'inattendu a commencé à frapper à ma porte. Mon travail à la start-up était exaltant et j'étais complètement immergé dans le monde trépidant de la technologie. Mais même si je m'épanouissais professionnellement, un courant sous-jacent de tension couvait sous la surface. Une semaine après avoir commencé mon nouveau rôle, je suis arrivé tôt au bureau pour préparer une réunion d'équipe. Mes pensées fusaient d'idées, et j'étais impatiente de présenter mon travail sur le lancement du nouveau produit. En me servant un café, j'ai surpris des bribes de conversation de collègues dans la salle de pause. Ils riaient et se remémoraient des souvenirs de famille, racontant des histoires qui me semblaient si familières, des histoires dont j'avais l'habitude de faire partie. Cela m'a frappé comme un éclair. Bien que j'aie fait le difficile travail de prendre mes distances avec ma famille, dans des moments comme ceux-ci, il était clair que les échos de mon passé persistaient. J'ai repensé au jour de ma remise de diplôme et au vide émotionnel laissé par leur absence. J'avais prévu de tout laisser derrière moi, mais le poids de cette douleur non résolue s'accrochait encore à moi. Plus tard dans la journée, assise dans la salle de réunion, j'ai réalisé que je devenais partie intégrante d'une nouvelle famille au travail. Mais la vulnérabilité planait toujours. Écouter mon patron, Tony, et mon collègue, David, plaisanter sur les réunions de famille a fait remonter mes anciennes blessures à la surface. Au fur et à mesure que la réunion avançait, j'essayais de me concentrer sur les tâches à accomplir, contribuant aux discussions sur l'expérience utilisateur et les spécifications de conception. Mais une pensée lancinante s'est immiscée dans mon esprit. Que penserait ma famille de moi maintenant? Était-il seulement au courant de mon nouveau succès? C'était frustrant de réaliser que, malgré tous mes efforts, j'étais toujours prisonnière de leurs souvenirs. Après une journée particulièrement intense, alors que je rentrais chez moi à travers les rues vibrantes remplies du délicieux chaos de la vie urbaine, mes pensées se sont tournées vers Emma. Elle avait été mon ancre solide, m'encourageant toujours à surmonter les moments difficiles. J'ai décidé de l'appeler, espérant y trouver un peu de clarté et de force. « Salut, Cathy, comment ça va ?» dit Emma, sa voix illuminant la conversation. « Ça va bien, mais, ai-je hésité. J'ai sans cesse des moments où je repense à ma famille et ça me frappe durement. Je pensais que j'allais de l'avant, mais je ressens toujours cette attraction. » C'est tout à fait normal, m'a-t-elle assuré. Prendre un nouveau départ n'efface pas le passé. Il s'agit d'apprendre à le laisser te façonner pendant que tu construis un nouveau récit. Ces mots ont résonné en moi, et pour la première fois, je me suis sentie comprise. Je devais affronter ces sentiments, pas les fuir. Reconnaître mon passé faisait partie intégrante du processus pour vraiment avancer. En raccrochant, je me suis sentie quelque peu libérée. J'ai réalisé que mes expériences passées avaient fait de moi la personne que j'étais aujourd'hui, me donnant force et sagesse. Je n'avais pas besoin d'oublier ou d'effacer. Je devais simplement accepter. Le lendemain matin, avec une détermination renouvelée, j'ai abordé la journée prête à affronter à la fois les défis et les ombres. J'étais prête à honorer mon passé tout en avançant avec confiance vers mon avenir. Rien ne me retiendrait. J'étais prête à gagner ma place dans mon nouveau monde. Quelques semaines ont filé alors que je prenais de plus en plus mes marques à San Francisco. J'avais développé une routine solide au travail, noué des amitiés avec Emma et progressais vers mes objectifs. Pourtant, un sentiment lancinant persistait.
Le sentiment que j'évitais peut être une partie importante de mon parcours, la douleur non résolue avec ma famille. Puis est arrivée la nouvelle qui m'a poussé à affronter cette douleur de front. Ma grand-mère, la seule personne de ma famille qui m'avait toujours vue, était décédée. Les funérailles étaient prévues à Boston. Et malgré tous mes efforts pour me distancier de mon passé, la gravité de ce moment m'a ramené dans son orbite. À l'approche du jour J, je me suis retrouvée dans un tourbillon d'émotions. Mon cœur était endolori par la perte, mais il battait aussi d'anxiété à l'idée d'affronter la famille que j'avais tant essayé de fuir. Une partie de moi voulait assister aux funérailles pour partager mon chagrin avec les autres. L'autre partie était terrifiée à l'idée de se souvenir des moments douloureux qui m'avaient poussé à partir. Le jour des funérailles, je me tenais devant le miroir de mon modeste appartement de San Francisco, passant mes doigts sur le tissu de ma robe noire. Ce n'était pas une simple réunion de famille. C'était la première fois que je retournais à l'endroit où je m'étais sentie si invisible. Cette pensée m'a noué l'estomac. Me reconnaîtrait-il même comme la personne que j'étais devenue? En arrivant à Boston, les paysages familiers m'ont serré le cœur. La vieille maison familiale se dressait là, telle que je l'avais laissée, robuste et inchangée, alors que je me sentais comme une personne complètement différente. Mon souffle s'est coupé lorsque je suis entrée. L'air était chargé de nostalgie et de tensions inexprimées. Les funérailles elles-mêmes furent brèves, solennelles et remplies de murmures de souvenirs. J'ai aperçu ma mère, Linda, de l'autre côté de la pièce, échangeant des amabilités avec des parents. Une vague d'anxiété m'a submergée. Elle était là, ma mère, la femme qui n'avait jamais été présente quand ça comptait le plus. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle pensait de la fille qu'elle avait négligée. Après la cérémonie, la famille s'est réunie à la maison pour une petite réception. Je sentais leurs yeux sur moi en entrant, me jugeant, m'évaluant. Ryan était là aussi, mais je n'ai pas trouvé le courage de l'approcher. Au lieu de cela, je suis restée en périphérie, sirotant une boisson, perdue dans la cacophonie des conversations familiales. Alors que je pensais pouvoir m'éclipser sans être vue, ma mère m'a remarqué. Son expression a changé, un mélange de choc et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Du soulagement, peut-être. Cathy, dit-elle en se rapprochant. Tu es venue. Je sentais la tension pulser entre nous, mais je me suis occupée de balayer la pièce du regard, me concentrant sur ce que j'allais dire ensuite. Mais c'est alors qu'est venue la confrontation que tout le monde avait évitée. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à ma remise de diplôme? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les retenir. Ma voix était stable, mais mon cœur s'emballait. Était-ce vraiment plus important de célébrer le barbecue de Ryan? Le silence qui a suivi était assourdissant. Les conversations ont cessé et les yeux se sont tournés vers nous. Je sentais leur attente, mais j'étais déterminée à exprimer la blessure qui couvait depuis bien trop longtemps. Je n'allais pas laisser ce moment m'échapper. Maman, ce jour était monumental pour moi. Au lieu de ça, j'ai été laissée dans une pièce remplie d'inconnus pendant que vous faisiez la fête pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'importait seulement? Les mots pesaient lourdement dans l'air, et je pouvais voir le changement dans les expressions de ma famille. Le choc, le malaise et peut-être une pointe de regret. C'était le moment. Le moment qui pourrait soit mener à la compréhension, soit à un gouffre encore plus large. J'ai retenu mon souffle, attendant sa réponse. J'étais prête à me battre, ou peut-être pire encore, à ce qu'elle rejette complètement mes sentiments. Ce qui allait se passer ensuite pourrait tout changer. Le silence pesait lourdement dans l'air, et je sentais le poids du regard de chacun. Pendant un instant fugace, je me suis demandé si j'étais allée trop loin. Mais en regardant dans les yeux de ma mère, j'y ai vu un mélange de choc et de peur. C'était une confrontation que j'avais toujours imaginée. Mais maintenant que cela se produisait, j'ai ressenti une montée d'adrénaline et de détermination. Est-ce que ça t'importait seulement, ai-je répété plus doucement maintenant, la voix légèrement tremblante. Le visage de Linda s'est crispé en une grimace, un mélange de confusion et de défense. Cathy, je sais. Non, l'ai-je interrompu, le cœur battant. Il ne s'agit pas d'excuses. Tu ne peux pas simplement me rejeter ou rejeter mes sentiments comme tu l'as toujours fait. J'avais besoin de toi.
J'en ai toujours besoin. Ce jour-là était censé être le mien, et tu as choisi de l'ignorer. Je sentais un feu s'allumer en moi, alimenté par des années de frustration et de ressentiment. J'avais tracé mon chemin vers l'indépendance pour découvrir que ma famille était toujours une présence imposante dans ma vie. Il était temps de cesser de laisser leurs actions dicter mes émotions. La pièce était silencieuse, à l'exception des légers bruits de pas de la famille qui se déplaçaient mal à l'aise. Je voyais Ryan nous observer, son expression un mélange d'inquiétude et de contemplation. Ce moment n'était pas seulement pour moi. C'était pour chaque cri silencieux que j'avais ravalé au fil des ans. J'ai fait mes valises et je suis partie pour San Francisco parce que je ne pouvais plus supporter de vivre dans ton ombre. Et bien que je prenne un nouveau départ, une partie de moi est toujours brisée parce que je voulais que ma famille célèbre ce parcours avec moi. Des larmes ont piqué le coin de mes yeux, mais je les ai refoulées. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais de la compréhension. Mais maintenant, je réalise que je ne peux pas continuer à m'accrocher à l'espoir que les choses changeront. Vous m'avez montré à maintes reprises que vous accordez plus de valeur aux autres qu'à moi. Et ça fait mal. C'est plus que douloureux. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Elle a regardé autour d'elle comme si elle cherchait du soutien auprès des autres membres de la famille. Ne devrait-elle pas être celle qui me réconforte? Finalement, elle a retrouvé sa voix. Cathy, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pensais que tu étais heureuse de faire tes propres trucs. Je pensais que la remise des diplômes ne serait qu'un jour comme les autres. Juste un jour comme les autres, me suis-je exclamé, la colère montant. Pour moi, c'était l'aboutissement d'années de travail acharné et de sacrifice. Mais il est clair que je ne serai jamais assez pour toi. Mes réussites ne signifient rien si tu ne prends même pas la peine de te souvenir de leur existence. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne trouverais pas ce que j'avais autrefois espéré, la réconciliation ou même la reconnaissance de ma famille. Au lieu de cela, j'étais confrontée à la dure vérité que je devais tourner cette page pour de bon. Avec une profonde inspiration, je me suis reculée, résistant à l'envie de plaider ou de discuter davantage. J'ai fini de me battre pour ton attention. Je vais de l'avant, avec ou sans vous. Je ne veux pas continuer cette mascarade. Je me suis tournée pour partir, un mélange de chagrin et de soulagement m'envahissant. En me dirigeant vers la porte, je sentais encore tous les regards sur moi. Mais cette fois, cela ne me dérangeait pas. Je reprenais le contrôle de mon récit. Au revoir, maman, ai-je dit doucement, la finalité de mes mots résonnant dans ma poitrine. J'espère qu'un jour tu comprendras. En sortant à l'air frais, j'ai réalisé que je m'étais libérée des chaînes du ressentiment et de la déception. J'étais prête à entrer dans mon avenir, délestée de tout fardeau et sans excuse. San Francisco m'attendait à bras ouverts, et j'étais déterminée à trouver ma place dans le monde, un endroit où je serais enfin appréciée pour qui je suis. Le matin de la remise des diplômes a commencé comme une scène de la vie que je pensais mener. J'ai aligné mon maquillage sur le comptoir de la salle de bain, répété mon sourire dans le miroir et vérifié mon téléphone pour la 10e fois. Pas de nouveaux messages, juste le dernier de ma mère la veille au soir, on est tellement occupé à tout préparer pour aujourd'hui. Ne stresse pas, d'accord? Elle avait ajouté un smiley et un petit cœur. Elle n'avait pas précisé ce qu'était ce « tout ». Elle ne m'avait pas demandé comment je me sentais. J'ai complété le reste de la phrase moi-même, préparé tout pour mon grand jour. C'était la seule chose qui avait du sens. Devant le lieu de la cérémonie, des groupes de familles se formaient sur les marches, tenant des bouquets et des pancartes faites à la main. Je me tenais à l'écart, agrippant le bord de ma toge, rafraîchissant mes messages encore et encore, comme si le simple fait de regarder plus attentivement pouvait la faire apparaître. Rien. J'ai tapé, où est-ce que vous êtes assis, puis j'ai hésité avant d'appuyer sur envoyer. J'ai effacé. Je ne voulais pas paraître nécessiteuse. Je me suis dit qu'ils étaient probablement coincés dans les embouteillages. Peut-être que le parking était un cauchemar. Peut-être qu'ils étaient déjà à l'intérieur et n'avaient tout simplement pas vérifié leur téléphone. Comment s'avouer à soi-même que les personnes que l'on aime ont peut-être simplement choisi de ne pas venir? Dans l'auditorium, j'ai scruté les rangées de sièges pendant que le doyen souhaitait la bienvenue à tout le monde.
J'ai essayé d'associer chaque chaise vide à une histoire qui n'était pas la mienne. Peut-être qu'ils étaient aux toilettes. Peut-être qu'ils étaient en retard. Mais lorsque les discours se sont éternisés et que les sièges où ma famille aurait dû se trouver sont restés vides, le déni a commencé à avoir un goût de poison. Puis mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai caché sous les plis de ma toge et j'ai jeté un coup d'œil. Une photo du réseau social de ma tante est apparue sur mon écran de verrouillage, identifiant ma mère. Mon frère se tenait au centre de leur jardin. Derrière lui, une bannière en plastique, félicitations diplômés. Il n'obtenait aucun diplôme. C'était juste une fête. Ma mère se tenait à côté de lui, riant en tenant une assiette remplie de nourriture. L'horodatage de la photo correspondait au moment exact où j'étais censé traverser la scène. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mon nom soit appelé. En traversant cette scène, les applaudissements semblaient lointains, étouffés par la question qui rugissait dans ma tête, si ça ne suffit pas pour elle, qu'est-ce qui le sera jamais? J'ai serré des mains, forcé un sourire pour la caméra et je suis retourné à ma place, tenant un diplôme qui ressemblait soudain au reçu d'un marché que j'étais la seule à avoir honoré. Après la cérémonie, la foule s'est déversée sur la pelouse. Des parents enlaçaient leurs enfants. Des amis se serraient dans les bras, pleuraient, posaient pour des photos. Je suis restée seule, au bord de tout ça, serrant mon porte-diplôme comme un bouclier. J'ai appelé ma mère. Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Cette fois, quelqu'un a décroché. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était de la musique et des rires. Attendez tout le monde. Il me faut une photo de l'invité d'honneur, a dit la voix de ma mère, distante mais claire. Ce n'était pas moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne réalise qu'elle avait répondu. Pendant quelques secondes, j'ai simplement regardé mon reflet sur l'écran noir de mon téléphone. Mon rouge à lèvres s'était craquelé aux commissures à force de trop sourire. Allais-je vraiment continuer à prétendre que c'était normal? Que j'acceptais d'être l'enfant de secours, celle qui est flexible, celle qui comprend toujours? Sur le chemin du retour vers mon minuscule appartement hors campus, la colère s'est transformée en quelque chose de plus froid. La lucidité. Si je restais, je continuerais à graviter autour de personnes qui remarquaient à peine quand je franchissais des étapes importantes seule. Si je partais, au moins le silence serait honnête. Le temps que je me gare, le plan avait commencé à se former. Pas une évasion dramatique de film, mais quelque chose de plus précis, de plus intentionnel. D'abord, j'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai fait défiler des années de messages sur les matchs de Ryan, les promotions de Ryan, les grandes opportunités de Ryan, avec mes réussites à moi glissées dans les interstices comme des pensées après coup. J'ai survolé le bouton, quitté la conversation, puis j'ai fermé l'application. Partir devait signifier plus qu'une simple pression du pouce. Cela devait signifier démanteler la version de moi-même qu'il pensait posséder. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai écrit une liste. Clôturer le bail. Transférer mes économies. Postuler à des emplois loin, très loin. Trouver un nouvel endroit où atterrir. Les supprimer de tout. Contact d'urgence. J'ai fixé la liste. Un nom familier m'est venu à l'esprit. Emma Torres. La seule personne qui avait toujours traité mes réussites comme si elles comptaient vraiment. L'amie qui était restée éveillée avec moi en appel vidéo pendant les partiels, qui me disait que je valais plus que les miettes d'attention que je recevais à la maison. Je lui ai envoyé un message, je suis sérieuse cette fois. J'en ai marre. J'ai besoin d'une rupture nette. Est-ce que San Francisco est toujours aussi loin que ça en a l'air? Sa réponse est arrivée en moins d'une minute, oui. Et tu as un canapé ici jusqu'à ce que tu trouves mieux. Si tu le fais vraiment, on s'en sortira. J'ai regardé autour de mon appartement. Les piles de manuels, les meubles bon marché, le cadre photo sur mon bureau contenant la dernière photo de toute ma famille réunie. Le sourire de ma mère sur cette photo m'a soudain semblé faux, comme s'il appartenait à une étrangère. Cette nuit-là, j'ai emballé ce que je pouvais faire tenir dans ma voiture, j'ai glissé ma clé sous la porte de mon propriétaire avec un petit mot, et j'ai regardé mon téléphone une dernière fois.
Il n'y avait toujours aucun message de ma mère me demandant comment s'était passée la remise des diplômes. Alors je lui ai envoyé mon propre message. Une seule photo de moi en toge et coiffe, debout seul dans l'auditorium vide après que tout le monde soit parti. Sans légende, sans explication. Juste la vérité dont elle n'avait pas pris la peine d'être témoin. Puis j'ai mis son numéro en sourdine, j'ai posé le téléphone face contre le siège passager et j'ai tourné la clé dans le contact. Étais-je en train de fuir, ou de quitter enfin un rôle que je n'étais jamais censé jouer? Les kilomètres ont défilé alors que je roulais vers l'ouest, mon ancienne vie rapetissant dans le rétroviseur. Chaque frontière d'État que je franchissais me donnait l'impression qu'un autre cordon invisible se rompait, un autre lien avec ma mère qui se relâchait. Le temps que j'arrive à San Francisco, l'épuisement me collait à la peau. Mais en dessous, il y avait quelque chose de nouveau. Du soulagement. Emma m'a accueilli devant son immeuble, pieds nus dans des chaussettes dépareillées, les bras grands ouverts. Tu l'as vraiment fait, dit-elle en me serrant dans une étreinte qui a duré un peu plus longtemps que la normale. Tu es vraiment parti. Qu'est-ce que j'étais censée faire, ai-je répondu. Attendre qu'elle se souvienne que j'existe? Emma n'a pas argumenté. Elle n'a pas essayé de défendre ma mère ni de me rappeler que la famille, c'est tout. Elle m'a juste aidé à monter mes cartons dans les escaliers étroits et à dégager un coin de son salon pour ma valise et mes vêtements pliés. La première semaine a été un brouillard logistique. Je postulais à des emplois pendant la journée, envoyant mon CV à toutes les entreprises de technologie qui accepteraient de donner sa chance à une jeune diplômée, et je passais les soirées à réécrire ma vie sur papier. Contact d'urgence, Emma Torres. Proches parents, N.A. Adresse permanente, San Francisco, Californie. Chaque formulaire qui portait autrefois le nom de ma mère est devenu un petit rituel d'effacement. Mon stylo survolait les cases où j'écrivais Linda Miller, et je les rayais avec une sorte de satisfaction tranquille. Si elle n'allait pas se montrer quand j'avais besoin d'elle, elle ne méritait pas d'être la personne que l'hôpital appellerait si je finissais dans un fossé. Il a fallu 3 semaines d'entretien, de refus et d'attente. Mais finalement, j'ai reçu une offre d'une start-up de taille moyenne développant des outils pour l'urbanisme. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Quand la recruteuse a appelé pour dire « Nous aimerions vous intégrer à l'équipe », j'ai failli lui demander si elle était sûre d'avoir la bonne personne. Au bureau, les présentations s'accompagnaient des mêmes banalités. D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Votre famille ne vous manque pas? Je viens de Boston, répondais-je. J'avais besoin de changement. C'était compliqué à la maison. La plupart des gens hochaient la tête et laissaient tomber. Quelques-uns insistaient, mais j'avais perfectionné l'art de l'esquive polie. Comment expliquer que votre mère vous a abandonné le jour de votre remise de diplôme sans avoir l'air d'exagérer? Le soir, je m'asseyais sur le canapé d'Emma et je faisais défiler mes photos. J'ai commencé à en supprimer. D'abord les plus faciles. Les selfies flous, les photos en double, les captures d'écran aléatoires. Puis je me suis attaquée aux images qui faisaient mal. Ma mère enlaçant Ryan à son anniversaire pendant que j'étais en arrière-plan. Ma mère l'encourageant à ses matchs. Ma mère souriant au premier rang de ces événements. Tandis que mes photos de cérémonie de remise de prix étaient des selfies dans des miroirs de salle de bain parce que personne n'était là pour les prendre. Une par une, je les ai supprimées de mon téléphone, de mon cloud, de mes réseaux sociaux. Je n'ai pas supprimé avec rage. J'ai fait une curation. J'ai laissé des preuves de ma vie, de mes projets, de mes cafés nocturnes pendant les partiels, de ma nouvelle ville. Je l'ai effacée, non pas parce que je voulais prétendre qu'elle n'avait jamais existé, mais parce que je refusais de continuer à préserver une version d'elle qui ne s'était jamais vraiment montrée pour moi. Parfois, je m'arrêtais, le doigt planant au-dessus du bouton de suppression, et je me demandais, si j'efface ça, est-ce que je mens sur ce qui s'est passé, ou est-ce que je dis enfin la vérité sur ce qui comptait? J'ai gardé une photo, ma grand-mère et moi, sur son porche, son bras passé dans le mien. Elle était la seule personne qui m'ait jamais regardée comme si j'étais suffisante, exactement comme j'étais. J'ai glissé cette photo dans le coin de mon miroir. San Francisco est lentement devenu une vie. Un badge qui ouvrait vraiment des portes. Des réunions où les gens écoutaient quand je parlais.
Des soirées pizza avec Emma et quelques collègues. Des matins où je me réveillais sans vérifier immédiatement mon téléphone pour voir si ma mère se souvenait que j'existais. Mais même en construisant cette vie, il y avait une conscience silencieuse qui fredonnait en arrière-plan. J'avais disparu de son monde. Mais la partie de moi qui voulait qu'elle remarque l'espace vide où je me tenais autrefois, cette partie était encore bien vivante. L'email de l'avocat est arrivé un mardi après-midi, au milieu d'un sprint produit. L'objet était court et formel, succession de Margaret et, le nom de ma grand-mère. Mon estomac s'est noué. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Je m'étais dit que je la protégeais des retombées de ma disparition. Mais au fond, j'avais eu peur. Peur qu'elle prenne le parti de ma mère. Peur qu'elle me dise de rentrer et d'être raisonnable. J'ai cliqué sur l'email avec des doigts qui me semblaient soudain lourds. L'avocat expliquait que ma grand-mère était décédée paisiblement 2 semaines plus tôt. Il y aurait un petit service à Boston. Étaient joints des copies numérisées de documents pertinents, y compris une note que ma grand-mère m'avait laissée et des informations sur un fonds qu'elle avait créé des années auparavant. J'ai ouvert la pièce jointe. Elle avait alloué une partie de ses économies à un compte d'éducation, pour les frais de scolarité et de remise de diplôme de Catherine. Elle avait écrit mon nom de son écriture soignée et bouclée. Le fonds était sous le contrôle de ma mère, jusqu'à ce que Catherine termine ses études. Selon le relevé, la plupart de l'argent avait disparu. Les retraits étaient marqués de dates qui coïncidaient étrangement bien avec les dépenses d'urgence de mon frère, des réparations de voitures, une entreprise ratée, un voyage qu'il devait faire avec ses amis. Ma gorge s'est asséchée. J'ai fait défiler plus bas et j'ai trouvé une note de ma grand-mère à l'avocat, écrite des mois avant la remise des diplômes. Elle mentionnait être soulagée que Linda ait dit que Catherine ne voulait pas de grande cérémonie et préférait un petit dîner en famille plus tard. Ma vision s'est brouillée. Ma mère n'avait pas seulement manqué ma remise de diplôme. Elle avait réécrit l'histoire si complètement que même ma grand-mère pensait que je ne voulais personne là-bas. Elle avait utilisé l'argent destiné à soutenir mon éducation pour financer la vie de mon frère, puis avait agi comme si ma remise de diplôme n'était qu'un mardi ordinaire. Combien de fois avait-elle fait ça? Combien de moments avait-elle discrètement modifié, remplaçant mes besoins par ceux de quelqu'un d'autre tout en disant à tout le monde que je n'étais pas du genre à en faire toute une histoire? J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai pressé mes paumes contre mes yeux jusqu'à voir des étincelles. Quand Emma est rentrée ce soir-là, elle m'a trouvée assise à la table de la cuisine, entourée de pages imprimées. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé, laissant tomber son sac et s'asseyant en face de moi. Je lui ai glissé les documents. Elle a dit à ma grand-mère que je ne voulais pas d'eux à la remise des diplômes. Elle a utilisé l'argent que grand-mère m'a laissé, pour mes études, pour Ryan. Et puis elle lui a organisé une fête le jour même où j'ai traversé la Seine seule. Emma a lu en silence, la mâchoire serrée. Comment appelle-t-on ça? Ai-je demandé. De la négligence, de la manipulation, du vol. Comment peut-on prendre le moment de son propre enfant et le donner à quelqu'un d'autre, puis dormir la nuit comme si de rien n'était? Emma a croisé mon regard. Que veux-tu faire? Pour la première fois, ma réponse n'a pas été un tremblant, je ne sais pas. Je veux qu'elle ressente ce qu'elle m'a fait ressentir, ai-je dit doucement. Je veux qu'elle se réveille un jour et qu'elle réalise qu'elle n'a aucune idée de qui est sa fille, parce qu'elle était trop occupée à réécrire ma vie pour qu'elle corresponde à son histoire. Et je veux que tous ceux à qui elle a menti voient la vérité. J'ai fini d'être la version de moi qu'elle modifie pour se donner le beau rôle. J'ai réservé un vol pour Boston pour les funérailles. Pas pour renouer les liens, pas pour arranger les choses. Je retournais enterrer ma grand-mère et enterrer ce qui restait de la fille que ma mère pensait pouvoir contrôler. Le jour des funérailles, Boston me semblait plus petite que dans mon souvenir. Comme si la ville elle-même se rétrécissait autour de moi. Je me tenais au bord du cimetière, serrant le programme avec le nom de ma grand-mère, et je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Je n'étais pas là pour ma mère. Plus maintenant. La cérémonie était simple et calme, exactement comme ma grand-mère l'aurait voulu. J'ai aperçu ma mère à travers la foule, les yeux rouges, sa main agrippant le bras d'un fauteuil. Pendant un instant, une douleur réflexe a éclaté dans ma poitrine, l'envie d'aller vers elle,
d'être la fille qui arrange les choses, qui facilite la vie de tout le monde. Puis je me suis souvenu des sièges vides à ma remise de diplôme et de la photo de la fête dans le jardin, estampillée de cette cruelle petite bannière, félicitations. Après l'enterrement, tout le monde s'est rendu à la maison de ma grand-mère pour la réception. Le salon était bondé de parents tenant des assiettes en carton et des gobelets à moitié vides, échangeant des histoires sur la force de ma mère à travers tout ça. Elle a eu une année si difficile, a dit une tante. Entre les revers de Ryan et Catherine qui est partie, où qu'elle soit allée, Linda nous a dit que Cathy ne voulait même pas de cérémonie. Tu imagines? Mes oreilles ont bourdonné. J'ai fait un pas dans l'encadrement de la porte. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Les têtes se sont tournées. La conversation s'est arrêtée. Ma mère s'est figée, son sourire s'effaçant pour la première fois de la journée. Cathy, dit-elle, la voix tendue. Ce n'est vraiment pas le moment. Ah non, ai-je demandé. Grand-mère a passé des années à économiser pour mes études et ma remise de diplôme. Elle t'a fait confiance pour gérer cet argent. Elle pensait que tu me soutenais. Elle pensait que je ne voulais personne à ma cérémonie parce que c'est ce que tu lui as dit. Un murmure a parcouru la pièce. Les yeux de ma tante se sont écarquillés. Le visage de ma mère est devenu pâle. Tu interprètes mal. J'ai sorti les documents imprimés de mon sac et je les ai posés sur la table basse. Voici les instructions de grand-mère. Et ça, dis-je en tournant les pages jusqu'au relevé, ce sont les retraits que tu as effectués aux mêmes dates où tu as posté des photos des voyages d'urgence et des fêtes de Ryan. J'ai attrapé la télécommande et j'ai allumé la télévision. J'y avais synchronisé mon téléphone plus tôt, au cas où je trouverais le courage de faire exactement ça. À l'écran, un diaporama a commencé. Une photo de moi en toge sur la scène vide, suivie des photos du barbecue dans le jardin de ce même après-midi. Ma mère posant à côté de Ryan, riant sous la bannière. Je n'ai pas ajouté de musique. Le silence était assez éloquent. Pendant que je traversais cette scène seule, ai-je dit, voici ce que faisait ma mère. Et elle a dit à grand-mère que je ne la voulais pas là. Elle vous l'a dit à tous aussi, n'est-ce pas? J'ai laissé la question en suspens. Mon oncle s'est raclé la gorge. Linda, est-ce que c'est vrai? Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a forcé un rire qui a sonné cassant. Vous montrez, ai-je dit. C'est ce que font les parents. Et si vous ne pouviez pas, vous auriez pu dire la vérité au lieu de me faire passer pour la fille ingrate qui ne voulait pas faire d'histoire. Je me suis tournée vers la pièce, pas seulement vers elle. J'ai disparu parce que rester signifiait la laisser continuer à réécrire ma vie, à utiliser mon histoire comme un accessoire pour la sienne. Alors, je l'ai effacée de tout. Papier, formulaire, photo. Parce qu'elle m'a effacé la première. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Ryan s'est agité, mal à l'aise, évitant mon regard. Ma tante a de nouveau baissé les yeux sur les documents, les lèvres pincées. Je pouvais voir la vérité s'installer. L'argent, les mensonges, le fossé entre la mère que ma famille pensait connaître et celle qui avait tranquillement choisi une fête plutôt que la remise de diplôme de sa fille. La voix de ma mère s'est brisée. Tu ne comprends pas ce que c'est que de tout tenir à bout de bras. J'ai fait ce que je devais faire pour cette famille. Vraiment, ai-je demandé. Ou as-tu simplement fait ce qui te faisait te sentir importante? Parce que voici ce que je fais pour moi-même maintenant. J'ai sorti un mince dossier de mon sac et je l'ai ouvert. Ce sont les formulaires qui te retirent en tant que mon contact d'urgence, ma bénéficiaire, mon point de contact pour tout ce qui concerne ma vie. J'ai déjà déposé les documents à San Francisco pour changer mon nom de famille pour le nom de jeune fille de grand-mère. Après aujourd'hui, légalement et émotionnellement, c'est terminé entre nous. Quelques personnes ont opté. Quelqu'un a laissé tomber un gobelet en plastique. Est-ce de la vengeance, ai-je demandé doucement, plus à la pièce qu'à elle. Peut-être. Mais c'est aussi une protection. Je ne vais pas continuer à saigner pour quelqu'un qui qualifie mes rêves de jour comme les autres. Ma mère m'a dévisagé, son expression se décomposant au ralenti. Je pouvais voir dans ses yeux le moment où elle a réalisé que je ne bluffais pas, qu'il n'y aurait pas d'appel tard dans la nuit où je m'excuserais d'avoir surréagi,
pas de retour discret la queue entre les jambes. J'étais déjà partie. C'était juste la partie où je la forçais à regarder. Sans un mot de plus, j'ai éteint la télévision, j'ai rassemblé mon dossier et je me suis dirigée vers la porte. Le couloir semblait plus long que dans mon souvenir, bordé de photos encadrées d'anniversaires et de vacances. J'ai remarqué à quel point j'étais peu présente sur la plupart d'entre elles. Sur le seuil, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Au revoir, maman, ai-je dit. J'espère qu'un jour, quand tu te demanderas pourquoi ta fille n'appelle pas, tu te souviendras que c'est toi qui m'as appris à disparaître. Puis je suis sortie, refermant la porte derrière moi sur la vie que j'avais finalement décidé d'effacer. De retour à San Francisco, tout semblait pareil. Le même arrêt de bus, le même café du coin, la même empreinte dans le coussin du canapé d'Emma où je m'asseyais toujours. Mais j'étais différente. Les funérailles, la confrontation, le diaporama, tout se rejouait dans mon esprit comme un film dont j'avais enfin atteint la fin. Pour la première fois, il n'y avait aucune scène que j'aurais aimé gérer différemment. J'avais dit ce qui devait être dit. J'avais montré ce qui devait être vu. Maintenant, il s'agissait de tenir parole. La procédure de changement de nom a pris des mois, mais le simple fait de la lancer m'a donné l'impression d'actionner un interrupteur. J'ai signé les formulaires d'une main ferme. Catherine est le nom de famille de ma grand-mère. La première fois que je l'ai vu imprimé sur un document officiel, un étrange mélange de deuil et de fierté m'a envahi. À la banque, j'ai mis à jour mes dossiers. Des membres de votre famille que vous aimeriez ajouter comme bénéficiaires, a demandé l'employé. Non, ai-je dit, pas pour le moment. Au cabinet du médecin, j'ai rempli un nouveau formulaire d'admission. En cas d'urgence, prévenir, j'ai de nouveau écrit le nom d'Emma, puis j'ai ajouté le nom d'un collègue qui était discrètement devenu un ami. La ligne qui disait autrefois « Mère » est restée vide. J'ai passé en revue mon téléphone, supprimant le numéro de ma mère de partout, mon compte de covoiturage, mon dossier RH, ma liste de contacts de confiance. J'ai changé mon adresse email, configuré des filtres pour envoyer tout ce qui venait d'elle directement dans un dossier que j'ai étiqueté « Archives », puis j'ai désactivé les notifications pour ce dossier. L'effacer n'a pas été un seul geste spectaculaire. C'était une série de petits choix délibérés, nom par nom, formulaire par formulaire, souvenir par souvenir. Un soir, Emma m'a trouvée assise par terre, entourée de boîtes à chaussures remplies de vieilles photos et de carnets. « Tu es sûre que ça va ?» a-t-elle demandé, appuyée contre le chambranle de la porte. « Je ne brûle rien, ai-je dit. Je fais juste le tri. » J'ai fait 2 piles. Pile 1, les moments qui me semblaient encore appartenir, des rires avec des amis, des projets scolaires, la fois où grand-mère et moi avions fait un gâteau si mauvais qu'il s'était effondré au milieu et que nous l'avions mangé directement dans le plat. Pile 2, les moments qui ne me rappelaient que le fait d'être un accessoire dans ma propre vie. Debout derrière Ryan sur les photos de famille, assise à l'écart pendant que ma mère se consacrait à sa dernière crise. J'ai remis la 2e pile dans la boîte à chaussures, je l'ai scellée avec du ruban adhésif et je l'ai glissée au fond de mon placard. Pas détruite, juste hors de portée. « Tu ne crains jamais de le regretter ?» a demandé Emma doucement. « Chaque jour, ai-je admis. Mais je regrette aussi chaque fois que j'ai attendu qu'elle change. À un moment donné, il faut décider avec quel regret on peut vivre. » Les semaines se sont transformées en mois. La vie, la vraie, ordinaire, compliquée, a commencé à remplir les espaces que la colère occupait autrefois. Le travail est devenu plus intense. J'ai dirigé mon premier projet. Je riais plus facilement. Parfois, je passais même une journée entière sans penser à ma mère. Et puis un après-midi, un email a déjoué mes filtres. L'objet était juste mon nom. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de l'ouvrir. Il venait de ma mère. Pas de salutations, pas d'excuses, juste quelques lignes. Elle disait qu'elle avait entendu parler du changement de nom. Elle disait que la famille s'inquiétait pour moi. Elle disait qu'elle espérait que je retrouverais la raison et que je me souviendrais d'où est ta place. Je l'ai lu 2 fois, attendant que la vieille culpabilité ressurgisse, que l'envie de tout arranger me tire en arrière. Ça n'est pas arrivé.
Au lieu de ça, j'ai pensé à cette rangée de sièges vides le jour de ma remise de diplôme, à la photo d'elle riant devant un barbecue pendant que je traversais la scène seule, à l'écriture soignée de ma grand-mère sur ses documents et à la confiance que ma mère avait traitée comme un distributeur automatique. J'ai cliqué sur « Répondre » et j'ai tapé une seule phrase « Je me souviens exactement d'où est ma place, et ce n'est pas là où l'on me traite comme si je n'existais pas », puis j'ai supprimé le brouillon au lieu de l'envoyer. Certains messages n'ont pas besoin d'être délivrés pour être vrais. J'ai archivé son email, réactivé le filtre et je suis retourné à mon travail. Les gens aiment dire que la vengeance consiste à blesser quelqu'un de la même manière qu'il vous a blessé. C'est peut-être vrai pour certains. Pour moi, il s'agissait de m'assurer que ma mère devrait vivre avec le silence qu'elle avait créé, sans le réconfort de prétendre que c'était mon choix depuis le début. Je n'ai pas envoyé d'ultimatum dramatique. Je ne me suis pas présenté aux fêtes de fin d'année pour me disputer. J'ai simplement cessé d'être disponible pour sa version de l'histoire. J'ai changé mon nom, mes contacts, mon avenir. J'ai effacé toute trace officielle de la fille pour laquelle elle n'avait pas pris la peine de se montrer. Et ce faisant, je me suis enfin vue clairement. Parfois, tard dans la nuit, je me surprends à me demander ce qu'elle raconte aux gens maintenant. Dit-elle que je suis occupée ? Que nous nous sommes éloignés ? Que je traverse une mauvaise passe ? Puis je me souviens que je n'ai pas besoin de savoir. Son récit ne me gouverne plus. J'ai encore des cicatrices de la jeune fille qui se tenait sur cette scène, cherchant un visage qui n'est jamais apparu. Mais j'ai aussi quelque chose qu'elle ne m'a jamais donné, une vie où ma valeur n'est pas mesurée à quel point je suis pratique pour quelqu'un d'autre. Si vous étiez à ma place, si votre mère vous abandonnait le jour où vous avez enfin mérité votre moment, continueriez-vous d'attendre dans cet auditorium qu'elle se montre ? Ou sortiriez-vous, fermeriez-vous les portes derrière vous et commenceriez-vous à l'effacer d'une histoire dont elle n'a jamais vraiment voulu faire partie ?